suis sorti d'école de commerce, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai appris énormément de choses en fait sur la gestion d'une équipe, comprendre ce qui marche pas. C'est hyper important de connaître ses concurrents. Faire un resto de viande aujourd'hui, ça passe forcément par des choix. Nous, on fera aucune concession sur le sourcing de nos produits, on aura des produits qualitatifs. L'emplacement, c'est la clé. Toi, tu vises quel emplacement finalement? Ça a été pas facile, hein. Ça a été, franchement, ça a été un peu un mur. 110 000, c'est ce qu'il t'a fallu pour financer ton projet. Une rentabilité à 1,70. Le projet Mama Brasa, c'est pas un seul restaurant, c'est d'ouvrir 2, 3, 4. Salut à tous, bienvenue sur Cuisine ton entrepreneur, le podcast où on cuisine des entrepreneurs de l'hospitalité tout en cuisinant avec eux. Moi c'est Léopold, je suis ni journaliste ni chef cuistot, vous allez bien le voir. J'ai tout lâché, j'ai quitté la banque, mon CDI pour me lancer à fond dans l'aventure. Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Sydney Twix-Colin dans notre cuisine pour ce premier épisode. Comment tu vas? Impeccable, et toi? Bah écoute, ça va super. Enfin, très content de t'avoir ici avec nous aujourd'hui. L'idée, bon tu l'as compris, on va cuisiner ensemble. Je te propose qu'on parte sur ton concept. On va rappeler rapidement ce que propose Sydney. Sydney, en l'occurrence, va ouvrir Mama Brasa, donc à Barcelone, qui est un concept de fast-food, de viande grillée. Un peu comme ce qu'on a chez nous pour Brigade. L'idée, c'est de développer ce concept à Barcelone, où finalement, il y a peu d'offres, avec beaucoup de demandes. Voilà, donc on part au menu aujourd'hui sur une viande grillée. On arrosera de beurre, accompagné d'une sauce chimichurri et des frites double cuisson. Tu te sens prêt? Ready. Allez, c'est parti, on enfile les tabliers. C'est bon, on est fin prêt. Main lavée, c'est parti. Je te propose qu'on attaque par les frites, donc double cuisson bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on fait une double cuisson sur ces frites? Les frites, le problème, c'est quand c'est pas assez croustillant. Ouais, la double cuisson, c'est le plus important. En gros, tu vas faire une première cuisson qui va commencer à dorer tes frites. Tu les sors, tu les laisses patienter un petit peu, et une fois que tu les remets dans l'huile, c'est là où tu vas venir leur donner vraiment cette couleur un petit peu dorée. Et c'est ça qui va donner le croustillant. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Un truc qui est hyper important, c'est de travailler avec des pommes de terre qui sont vraiment faites pour la friture. Donc de la grillade, de la kennebec, ça c'est vraiment le top. Et ce qu'on te dit rarement, c'est qu'il faut absolument extraire l'amidon de tes pommes de terre. Ok, alors on fait comment ça? Ultra simple, tu les découpes et tu les mets dans l'eau. Tu les laisses attendre, la pomme de terre elle a besoin d'attendre. Une fois qu'elle est bien posée dans son eau, qu'elle a rejeté son amidon, tu peux la sortir, tu la sèches bien, il faut qu'il n'y ait aucune eau sur ta pomme de terre et tu lances ta première friture. Ok, génial. Je te propose qu'on aborde pendant cette préparation des pommes de terre. Bon, c'est pas commun, j'imagine, tu t'es pas souvent présenté en épluchant des pommes de terre. C'est pas faux. En les coupant, mais je te propose qu'on aborde plus en détail ton début de carrière, tes différentes expériences et en quoi elles ont pu t'apporter aujourd'hui pour ce nouveau projet. Tu as surtout un profil commercial, tu as surtout une expérience dans la vente, en l'occurrence dans la grande distribution. J'ai cru comprendre que tu étais passé du coup chez Pepsi, tu es passé aussi chez Decathlon, chez Choco pendant 2 ans, où là pareil tu étais à la vente, sur l'expansion. Ce qui est intéressant c'est que on va pouvoir voir, mais tu développais des nouveaux marchés, notamment à l'étranger. Et donc je trouve que c'est pertinent aujourd'hui. Il faut savoir que Sydney n'est pas barcelonais d'origine et donc monte son projet là-bas, donc c'est ambitieux. Il faut savoir qu'il a aussi travaillé 1 an chez Weekendoo. 1 an, un peu plus 1 an et demi, ouais, c'est ça. Assez rapide quand même. Qui sont des ateliers créatifs qui sont à la fois destinés au B2C, mais aussi au B2B. Ouais. Tu étais chargé de l'expansion sur le marché anglais. C'est ça, exactement. Donc, hyper intéressant. Parce qu'aujourd'hui, Encore une fois, la solidité du profil pour se lancer dans ce nouveau projet Mama Brasa. Ouais. C'est un bon, c'est bien. T'as fait un bon résumé du CV, effectivement. Je suis parti d'abord. Bon, je pense que c'est un peu typique de notre génération, mais j'étais un peu perdu en sortant d'école, en fait. J'étais passionné de sport, donc je me suis dit, je vais aller bosser dans le sport. Qu'est-ce que tu faisais comme ça? Je faisais un peu de tout, en vrai. Moi, mon sport de base, c'est le surf. Je suis un peu un cliché je suis bordelais de base, donc c'est un peu un cliché. J'ai beaucoup surfé à la cano, beaucoup surfé dans les Landes globalement. Et c'est vrai que je suis sorti d'école de commerce, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je me suis dit je vais bosser dans le sport. Et la meilleure école, ce qui me semblait être la meilleure école, en tout cas, c'était Decathlon. Et donc je me suis dit on va aller bosser chez Decathlon. Donc j'ai pris un job de responsable de rayon.
au Décathlon d'Aqua Boulevard. Ça rappelle des bons souvenirs. D'accord, très drôle. J'habitais juste à côté, donc je connais bien. Ah bah très marrant. Et Décathlon d'Aqua Boulevard, qui a été une super, en fait, sans m'en rendre compte, qui a été une super école où j'ai appris énormément de choses en fait sur la gestion d'une équipe, comment tu composes une équipe, comment tu parles aux membres de cette équipe, tu adaptes ton discours en fonction de des personnalités de chacun. C'était quel type de profil, du coup, plutôt des vendeurs? Alors des vendeurs à 100%, mais en fonction du profil, tu as des gens qui sont là depuis 15 ans, tu as des gens qui sont étudiants et qui sont là 10 heures par semaine, donc évidemment tu peux pas leur parler de la même manière. Bien sûr. Et une super école, je pense que c'était la meilleure école que je pouvais faire pour la suite, pour apprendre à gérer une équipe, gérer aussi le côté très commercial en fait. Chez Decathlon, voilà, ton objectif c'est faire en sorte que ton rayon il soit rentable, que tu gagnes de plus en plus de revenus. Et donc ça a été très formateur, je pense, sur le côté entrepreneur et tourner chiffres que je peux avoir aujourd'hui dans mon quotidien. Parce que ça, ok, du coup, c'est par rayon. Du coup, toi, tu gères un rayon et tu vas te charger du coup d'étudier la zone de chalandise, faire en sorte d'afficher les best-sellers, etc. C'est exactement ça. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté là pour ta vie d'entrepreneur? Quels KPIs tu pourrais faire un lien finalement avec la restauration aujourd'hui sur cette zone de chalandise, etc. Bon, c'est un peu différent, on est à l'intérieur. Ouais, bien sûr. En fait, ça t'apprend à avoir une vision globale quand tu construis une stratégie. C'est-à-dire que au lieu d'attaquer direct, sans réfléchir, en te disant là je suis sûr que tel produit ou tel produit ça va marcher, c'est un petit peu différent. On te dit regarde qu'est-ce qu'il y a dans ta zone de chalandise, t'en parlais justement. Est-ce qu'il y a des clubs de foot? Est-ce qu'il y a des clubs d'équitation? Est-ce qu'il y a des clubs de rugby? Est-ce qu'il y a des clubs de natation? Et évidemment, en fonction de ça, tu vas adopter une stratégie qui est différente puisque tu parles pas à la même audience. Donc ça, c'est la première étape. Adapter les sports que tu vas mettre en avant. Et puis après, c'est tes recrutements. Nous, chez Decathlon, on était en charge des recrutements de nos vendeurs. Donc en fait, si je sais que la natation, c'est un sport hyper important dans ma zone, il me faut un expert en natation. Donc je vais chercher un expert en natation, etc. etc. Donc ça, plus de conseils finalement pour c'est exactement ça. Pas pousser à la vente, mais disons en tout cas le mieux orienté. Exactement. Ça a été une super école pendant 2 ans et demi. Ok. Ouais. Tu es resté quand même un certain temps. Un petit ça t'a bien plu finalement parce que tu savais pas trop ce que tu voulais faire à la base. Donc c'est ça. Juste avant de passer à la suite, donc les patates on les a découpées. Elles sont prêtes. Sont dans l'eau. Donc comme le disait Sydney. On enlève l'amidon comme ça, on évite l'oxydation. On pourra en revenir justement sur bien sûr. Toi qui viens pas du tout, en tout cas pas réellement de ce milieu-là, sur le côté opérationnel dans la restauration. Moi ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu as eu comme retour des banques pour te faire financer, comment tu comptes t'y prendre finalement, parce que les équipes tu les avais sur des rayons à Decathlon, donc tu as managé ces équipes-là, donc tu auras ces skills-là appliqués à la restauration, à beaucoup de turnover. Ouais. Je sais pas à Barcelone comment ça se passe pour embaucher, s'il y a beaucoup de staffing possible ou non, mais en tout cas, curieux de savoir tout ça. Ce que je te propose, c'est qu'on passe du coup à la première cuisson de ces frites. Ouais. On part sur donc 4 minutes, ça te paraît bien? Ouais, on peut partir là-dessus à peu près. Tu veux, c'est parti. Je te laisse faire? Ouais, oui, parce que depuis tout à l'heure, je fais pas grand-chose. On va te faire bosser un petit peu. On va te faire bosser un petit peu. Ouais, on reprend. Bon, on se munit d'un petit sopalin, il faut bien les essorer. Pourquoi finalement, Sydney? J'imagine que c'est pour pas que ça éclabousse. Ouais, éclabousse, l'eau et l'huile, ça fonctionne pas du tout bien. Ça fait pas bon ménage, ouais, exactement. Donc c'est vraiment une des parties les plus importantes, c'est d'avoir des frites qui sont bien sèches. Ok. Vraiment important. La cuisson, donc 4 minutes, histoire qu'elle soit bien meuleuse à l'intérieur. On partira sur un deuxième bain à 180 degrés, juste après pour les rendre un peu plus croustillantes. Donc Sydney, tu me disais que tu avais fait un tour chez Choco. Raconte-moi ce qu'est Choco. J'ai cru comprendre que c'était finalement une application, une plateforme pour aider les fournisseurs dans l'agroalimentaire à alimenter tout un tas de restaurants, ou en tout cas tout un tas de commerces liés à la restauration. Raconte-nous un petit peu ce que tu faisais là-bas et qu'est-ce que ça t'a apporté. Tu disais que tu connaissais les 3/4 des restos parisiens. C'est hyper important de connaître ses concurrents, de savoir ce qui se fait, ce qui existe, les tendances. Et j'imagine que tu es en plein dedans, donc raconte-nous un peu tout ça. Ouais, ça a été une super expérience et je pense que ça a été un petit peu le moment où il y a eu
un réveil de mon sens de la restauration. En gros, je suis arrivé donc chez Choco juste après Decathlon. Un petit peu par hasard, très honnêtement. Je savais que je voulais plus bosser chez Decathlon. J'ai eu une opportunité, un ami qui bossait chez Choco, il m'a dit viens, je recrute une équipe de commerciaux. Ok. T'étais sur la partie SDR? Alors non, moi j'étais vraiment sales, donc pas de téléphone. En fait, moi mon job c'était d'aller voir des restaurants directement, sans les connaître, sans avoir jamais discuté avec eux, et aller discuter et essayer de leur faire utiliser l'application. Donc c'était vraiment du démarchage à froid. Terrain, quoi. Terrain, archi-terrain. C'était quoi les horaires que tu faisais pour les contacter? Parce que j'imagine qu'ils sont pris, tu y allais le matin, c'est pas ouais. pas le midi. Alors, dans l'après-midi? La logique du truc, c'est évidemment pas aller les embêter pendant qu'ils sont en plein service. Bon, c'est sûr que si tu arrives à midi et demi, tu vas te faire jeter. Bien sûr. Comme un restaurateur sait le faire. Donc tu visais, généralement on visait à peu près à partir de 9h. Tu avais un sweet spot un petit peu jusqu'à 11h30. Éventuellement tu pouvais avoir pas mal de choses. Et après un petit peu l'après-midi. Généralement l'après-midi c'était plutôt du bureau pour aller un petit peu loguer toutes les tâches, faire des relances, etc. etc. Et toi, tu étais incentivé sur le nombre de clients que tu ramenais? Ouais. Le nombre de restos? C'est ça, exactement. Moi, mon job, c'était ça. J'ai fait ça pendant 6 mois. Ça a été plutôt un test, en fait. Quand je suis arrivé, ça a été négocié. J'ai dit, je veux pas faire sales non plus trop longtemps. S'il y a possibilité de faire autre chose, ça m'intéresse. Et donc, en fait, après 6 mois, comme ça s'est très bien passé, on est parti sur autre chose. Je me suis occupé, en fait, d'une équipe. Donc là, je suis devenu, en gros, le manager. En gros, t'étais déjà chez Decathlon, mais c'est ça. Dans un autre secteur. Okay. Exactement. Donc, je suis devenu, j'ai repris une équipe et en fait, j'étais responsable de l'expansion de Choco dans le sud de la France. D'accord. Donc, en fait, on est parti à 3. On s'est installé à Nice. Donc là, ils vous prennent des bureaux. Là, on se prend des bureaux. Globalement, en fait, ce qui était sympa chez Choco, c'est qu'on avait énormément de liberté. Donc, on pouvait faire beaucoup de choses. C'était, alors, ça a du bon, du pas bon. C'est que des fois, tu te sens un peu seul. L'avantage, c'est par contre qu'effectivement, tu es autonome, tu fais ce que tu veux. Tant qu'il y a des résultats, on t'encourage. Okay. Donc, on a géré un petit peu notre affaire comme ça. On avait une team incroyable avec une synergie extraordinaire. J'ai eu la chance de pouvoir choisir les commerciaux avec qui on est parti. Et on avait vraiment un trio incroyable. On a eu des super performances. Et ça a été l'occasion effectivement de rencontrer énormément de restaurateurs, comprendre leurs difficultés, comprendre ce qui marche, comprendre ce qui marche pas. C'est quoi un peu les difficultés du coup qu'ils avaient justement sur l'approvisionnement a priori en matières premières, parce que c'était l'objectif de l'application de la plateforme? Ouais, t'as plein de pain points un peu, mais effectivement l'approvisionnement ça en faisait partie. En fait, ce qui est compliqué quand on est restaurateur, c'est qu'on a 1 million de choses très très différentes à gérer. Ça va être de l'immobilier, ça va être des RH, ça va être de la communication. Effectivement, tu n'as pas forcément du coup le temps de mettre en place certains process qui sont hyper importants pour te faire gagner du temps. Choco répondait. L'organisation, RH, etc. Alors RH pas du tout chez Choco. Là, c'était que de l'approvisionnement. Mais tu libères du temps, du coup, pour pouvoir faire d'autres choses à côté. Okay. Donc, c'était tout le but, en fait, c'était tout notre but avec l'application Choco, ouais, effectivement. Je pense qu'on est bon sur sur la première cuisson. Pas mal. Couleur pas encore très marquée. Hein. Exactement. En fait, pas venu la saisir, on est sur 150 degrés. C'est ça. De la cuillère à café. C'est ça, exactement. On lui donne juste la petite cuisson intérieure. Et en fait, dès qu'on va lancer la deuxième cuisson, là, elle va exploser en termes de couleur. Ok, génial, on va les laisser goûter peut-être légèrement. Je te laisse sortir ça, hop. Donc, on les essore un peu. Allez. On les laisse sécher un petit peu, croûter légèrement avant de les remettre. On passe le bain du coup sur 180 degrés. Exactement. Et là, on peut les mettre de côté. Qu'est-ce qu'on va se faire en attendant? Écoute, je propose qu'on passe à la sauce. Allez, très bien. Chimichurri. Est-ce que c'est une sauce que toi tu vas proposer chez Mama Braza? Ouais. Très honnêtement, c'est une de mes sauces préférées pour accompagner la viande. C'est une sauce argentine. C'est une sauce qui est hyper herbacée, à base donc de persil. On peut mettre de la coriandre, un petit peu de citron éventuellement, du piment, de l'huile, du vinaigre. C'est un petit tout qui fonctionne très très bien ensemble. Je te cisèle du persil. Et on peut attaquer avec ça, ouais. On se mettra ça dans le petit bol.
Allez. Tu as un bon réflexe de le faire au couteau. En fait, le couteau te permet de casser un petit peu moins la feuille. Et donc, tu vas garder un petit peu plus d'humidité dans la feuille. Okay. Et donc, ça va te donner une sauce déjà plus jolie visuellement. Et en plus de ça, en termes de goût, quelque chose d'un petit peu plus puissant. Donc, ça va être plus sympa. Ok, tu tires ça d'où du coup, toi, cette passion pour la cuisine? Ça vient d'où? Ça vient de l'enfance. Hein. Ça vient de l'enfance. Moi, j'ai passé toute mon enfance dans le restaurant de ma grand-mère à Bordeaux. Ok. Qu'est-ce qu'elle tenait comme restaurant? Et ben, à tout hasard, un restaurant de viande. Le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Alors, on est bon sur le persil. On est parfait sur le persil. On va pouvoir faire. La coriandre. Ouais, la coriandre. Tu passais donc toute ton enfance là-bas, un resto de viande à la Bresse du coup? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle l'a toujours? Non, alors ma grand-mère, moi aujourd'hui, elle a 88 ans, donc elle a mérité sa retraite. Tes parents n'ont pas repris? Non. C'est vrai que ma grand-mère, quand elle le raconte, le dit très bien, mais tiens, je te mets ça là, si tu veux couper aussi. Elle le raconte très bien. Elle est tombée un peu là-dedans par hasard, en fait. Par hasard, moi aussi, je me suis retrouvé complètement matrixé par le goût des bonnes choses, le goût des bons produits. Moi, j'ai passé, comme je disais, toute mon enfance à jouer au coin du feu, à faire cuire ma viande, à goûter des desserts maison. Donc, c'est vrai que j'ai ce goût-là un petit peu qui à ce moment-là, s'est complètement imprégné en moi sans que je m'en rende forcément trop compte, quoi. Ok, donc un gros viandard, c'est ce que je comprends. Un viandard responsable, je dirais. C'est-à-dire que j'essaye de... C'est vrai que j'ai eu, pendant l'adolescence, bon, t'as peut-être pas conscience de ce que tu fais quand tu manges de la viande. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même vachement plus sensibilisé. Donc, j'essaye de consommer beaucoup plus responsablement. Donc, j'achète quasiment plus de viande, moi, à titre personnel. Je la mange au restaurant ou dans des restos où je sais qu'on va me servir une viande de qualité. Ok. Consommer moins mais mieux, on est un peu dans cette tendance, c'est vrai. C'est un peu l'idée. Ouais. Je prends le relais si tu veux pour l'ail. Allez. Donc oui, plutôt viandard. Aujourd'hui, on est quand même dans une tendance où effectivement, on a tendance à inciter à consommer moins mais mieux, étant donné de toute la pollution que ça génère les vaches bovins. Ouais. Toi, t'en penses quoi de tout ça? Tu montes à un resto, du coup, Mama Brasa de viande, mais plutôt quand même une tendance à la consommation, en tout cas une forte consommation de viande. C'est quoi, toi, ta réponse à ça? Bah, y en a plusieurs en vrai, mais c'est vrai que t'as complètement raison. Aujourd'hui, il y a certains acteurs, je pense, de la street food qui se sont un peu perdus dans leur manière de faire de la restauration. Je pense qu'aujourd'hui, on peut plus faire de la restauration comme on pouvait la faire avant, en n'ayant aucune conscience écologique. Donc effectivement, moi je fais un resto de viande, et c'est vrai, ça peut paraître paradoxal, mais faire un resto de viande aujourd'hui, ça passe forcément par des choix, et ça passe notamment par des choix de fournisseurs. Travailler avec des fournisseurs qui ont ce côté élevage propre, de la viande de qualité. Aujourd'hui, il y a plein d'acteurs aussi de la street food qui savent remettre au centre de leur approche le côté sain, et le côté éco-responsable. Ouais. Je pense à notamment, alors ça va peut-être pas vous parler, mais à Barcelone, il y a une chaîne qui s'appelle Honest Greens, qui fonctionne très très bien, qui est en train d'arriver à Paris. Je pense que ça va très très bien marcher, mais qui a fait de son fer de lance le sourcing de ses produits. D'accord. Et sur quel genre de concept? C'est, si tu peux t'imaginer, c'est une sorte de Big Mama green. Donc pas du tout italien, mais avec vraiment ce côté très bon vivant, très chaleureux, mais dans une bouffe saine, on va dire. Et ils y arrivent très très bien. Et puis tu vois, tu prends d'autres acteurs sur Paris, par exemple, de la street food. Moi, le premier qui me vient à l'esprit, c'est PNY. Les mecs, ils ont dit, nous, on fera aucune concession sur le sourcing de nos produits, on aura des produits qualitatifs. Et aujourd'hui, ça fonctionne très très bien. Ça cartonne. Donc, il faut ajouter un petit piment rouge dans la sauce chimichurri. On essaie de le goûter avant pour pas surdoser la sauce. Et après, on viendra ajouter de l'huile d'olive et avec un peu de vinaigre. Et après, on goûte un peu parce que on sera sur le bon combo. Ah non, ça va être très doux. Justement, on parlait de fournisseurs, etc. Je te propose qu'on passe sur Mama Brasa. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu ce qu'est Mama Brasa? Et après, on parlera un peu justement de tes fournisseurs.
Est-ce que toi, tu les as rencontrés? Comment est-ce que tu fais finalement pour ce concept? Ouais, très bonne question. Donc Mama Brasa, déjà pour résumer un petit peu, l'idée elle est hyper simple. C'est proposer un restaurant de viande, street food, qui va permettre d'avoir une viande accessible, ultra qualitative, qu'on va pouvoir consommer de la même manière qu'aujourd'hui on consomme un burger ou une pizza. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Barcelone, si tu veux manger de la viande, tu es obligé de t'asseoir au restaurant. C'est souvent des restos un peu à l'ancienne, un peu dans leur jus. Il n'y a aucun concept qui est arrivé avec quelque chose d'un petit peu nouveau, un petit peu frais et qui te permet de consommer ta viande sur place, à emporter ou en livraison même à la maison. Okay. Donc l'idée avec Mama Brasa, c'est de proposer exactement ça, un peu à la manière de ce que fait la brigade en France, par exemple. Je pense que dans l'entrepreneuriat, il faut savoir s'inspirer des meilleurs et ils savent très bien, ils ont développé un concept qui est super propre, en vrai. Moi, ce que je veux, c'est avoir une carte courte où tu vas avoir un plat quasi unique, en fait, que tu vas pouvoir un petit peu moduler exactement en fonction de tes envies. Donc, l'idée, c'est d'avoir une base de frites. Okay. Donc, frites de pommes de terre, on est en train de les faire exactement. Je te propose, ça fait une belle transition. On y retourne. Allez. À la saisie du coup des frites, on vient les colorer un peu et les rendre croustillantes finalement. Donc là, on part sur une cuisson, pareil, aux alentours de 4 minutes. C'est un peu à l'œil en fonction de la couleur que ça prend. Allez, tu peux relancer. Alors, la sauce, on est super. Bon. On se fait quoi? Huile d'olive, vinaigre. Ouais, exactement. C'est la sauce comme ça. C'est un dosage pareil, un peu à la louche, avec un demi-jus de citron. Et après, on sera bon et on passera à la cuisson de la viande. Quelle est ton offre? Est-ce que tu te positionnes donc, à la fois sur le côté viandard et uniquement sur le côté viandard? Je peux comprendre que tu avais aussi une option végé. Donc effectivement, pour terminer sur l'offre, donc comme je disais, une base de frites de pommes de terre ou de patates douces. Ok. Et avec ça, à cuire la patate douce, j'imagine. La patate douce, c'est pas évidente, effectivement, tu as complètement raison. C'est difficile en fait, c'est pas très compliqué à cuire, c'est difficile de la garder croustillante. Okay. Donc il faut passer par certaines petites techniques, on va dire, que je garderai secrète aujourd'hui, mais pour pouvoir avoir effectivement une frite qui va être vraiment croustillante et qui va surtout le rester. Et puis ça, on va l'accompagner, comme tu disais, avec des portions de viande. Donc là, on part sur quelle viande? Donc alors, quelle partie du bœuf aussi? On va partir sur 3 types de viandes différentes au début. Okay. Donc, puisque comme on le disait, l'idée là, ça va être de se lancer avec une carte courte. Okay. Donc, on va avoir une option bœuf avec de la bavette, qui est assez compliquée à trouver en Espagne, mais j'ai eu la chance de pouvoir trouver un fournisseur qui me fait ça très très bien, qualitativement, et donc je suis très content. Donc, on m'en a recommandé un certain nombre, notamment la viande, donc qui était évidemment le fournisseur. On va être pas mal là. Le fournisseur le plus important. Okay. Donc ça m'a pris, je pense, à peu près 4 mois pour trouver le bon fournisseur qui répond au bon cahier des charges, qui me fournit dans les bonnes conditions, au bon prix, la bonne qualité. C'est ça, parce qu'au début, tu peux pas encore jouer trop sur les volumes, étant donné que là, tu es sur l'ouverture du coup de la première boutique. Sur ton business plan, il y a des effets d'échelle, des économies d'échelle qui se réalisent. Bien sûr. Donc, j'imagine que ça peut aussi les intéresser, ces fournisseurs-là. Ouais. Tu te sources directement, localement, disons Au maximum. Honnêtement, la seule chose qui va pas être sourcée localement, ça va être seulement 6 mois dans l'année, c'est les frites. Okay. En fait, les pommes de terre, j'ai trouvé un super fournisseur qui travaille très très bien et qui 6 mois dans l'année te fournit des pommes de terre qui viennent d'Espagne et 6 mois dans l'année des pommes de terre qui viennent du Pays-Bas. À part ça, tout est local. Au maximum, c'est quelque chose sur lequel moi j'avais vraiment envie de travailler, c'est d'avoir une empreinte qui est la plus faible possible, et ça passe notamment par des fournisseurs qui bossent avec du local au maximum. Raconte-nous quelles sont un peu les galères pour trouver son local. Ouais. Moi, ayant travaillé aussi dans des structures d'accompagnement, pareil, c'était un peu l'enjeu clé et la principale problématique. Est-ce que tu travailles du coup avec des agents immobiliers? Comment ça se passe là-bas à Barcelone? Alors, tu travailles avec des agents immobiliers. C'est un vaste sujet. Hein. C'est vraiment pas facile. Je pense que c'est le cas partout. Si tu cherches un local à Paris ou où que ce soit, ça va être compliqué. Barcelone, ça ne déroge pas la règle. Tu travailles avec des agents immobiliers au maximum.
À Barcelone, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un petit peu spécial, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles licences en fait qui sont émises par la mairie de restauration. Donc tu es obligé d'aller chercher du fonds de commerce local, du fonds de commerce détenant déjà une licence 4. C'est ça. Alors c'est pas donc là-bas c'est licence 3 en l'occurrence, mais c'est le même combat entre guillemets. Tu es obligé de racheter effectivement un fonds de commerce qui opère déjà et de lui racheter tout simplement son activité. C'est ça, pour pouvoir toi-même lancer ta propre activité. Ok, bah écoute, hyper intéressant. Elles sont magnifiques ces frites. Et bah écoute, elles ont l'air bien croustillantes. Donc là on est sur la bonne couleur, on est sur une couleur assez brune, plutôt dit, croustillant à souhait. Voilà, donc la partie frites, on est bon. Je te propose qu'on passe à la cuisson de la viande. Ouais. Après on sera pas mal. Allez. Pour finir rapidement sur ce sujet de l'immobilier, on sait que l'emplacement c'est la clé. Toi tu vises quel emplacement finalement? Tu vises plutôt un lieu de flux, un lieu de destination, j'imagine plutôt de flux sur du fast-food. Ouais. Où est-ce que tu vas te situer pour ceux qui connaissent Barcelone? Ouais, alors effectivement, pour de la restauration rapide, tu es obligé d'avoir un endroit où tu as un petit peu de flux quand même, où tu vas avoir du passage. Tu peux pas être. C'est pas du gastro, donc tu seras jamais un restaurant de destination. Donc il faut des endroits où il y a du flux, comme je disais. Ça va être les quartiers essentiellement du Born, donc plutôt autour de la vieille ville. C'est là où on va avoir un bon mix entre une base de touristes et des locaux, ou en tout cas des expatriés. Est-ce que c'est justement dans ces... C'est là où tu vises comme clientèle? C'est un petit peu ce que je vise effectivement. C'est une clientèle qui va être jeune, qui va consommer de manière assez moderne, et qui va effectivement être assez preneuse de ce type de plat et de ce type d'offre. Ok. Donc un quartier plutôt central en tout cas pour la première. Ouais, exactement. C'est quoi un peu les enjeux d'expansion? Pas déjà sur cette première, mais dans ton BP, j'imagine que tu as prévu d'en ouvrir plusieurs. Et je peux comprendre que c'était le cas. À terme, c'est de combler Barcelone, donc être présent à la fois dans les centres commerciaux, etc. Plutôt centre-ville. Alors, c'est quoi ton approche? Centres commerciaux, pas trop, je pense. Très honnêtement, ça a un côté un petit peu négatif, cheap. Je le vois un petit peu cheap, et c'est pas du tout l'image que j'ai envie de proposer. Donc effectivement, plutôt viser quand même des emplacements dans la ville. L'avantage avec Barcelone, c'est que on a une ville qui est grande en fait. On a une ville qui est grande, et donc qu'un emplacement marche sur les plates-bandes d'un autre emplacement, on a de la marge. D'accord. Donc on va pouvoir effectivement ouvrir à minima 5 ou 6 restaurants avant de devoir penser à ouvrir autre chose. Enfin, uniquement à Barcelone, du coup. Uniquement à Barcelone. Toute la zone. Je pense que il y a des bonnes synergies déjà à avoir en fait quand tu as plusieurs restaurants dans la même ville. On va lancer la viande. Je pense que on part sur une base d'huile bien chaude. Bien saisir la viande. Exactement. Applaquer un maximum, provoquer la petite réaction de Maillard. Donc ce côté un peu croûteux et coloré sur la viande. Exactement. Et après on viendra l'arroser de beurre pour la nourrir en profondeur. Ok, donc sur ce local, donc tu dois racheter un fonds de commerce avec détenant déjà une licence, j'imagine que ça se valorise. Ouais. Toi, c'est quoi un peu les enjeux là, financièrement parlant? Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tout est cher? C'est quoi un peu l'état du marché aujourd'hui? Alors, l'Espagne, c'est un marché qui est assez différent de la France, notamment au niveau du bancaire. En France, il y a une forme de prudence, mais on peut quand même obtenir des prêts bancaires relativement facilement si on a un projet qui est bien ficelé, qu'on est soutenu par les bonnes personnes. En Espagne, c'est un petit peu différent en fait. On va avoir un milieu bancaire qui est archi prudent. C'est un sujet que j'avais justement que je voulais aborder avec toi. Ouais. Effectivement, donc on est sur un milieu bancaire prudent. Et les personnes au capital, souvent, ils voulaient que le chef qui était un peu clé sur des restos avec plus de place assise, etc., donc moins à destination fast-food, etc., le chef soit associé à l'affaire. Ouais. C'est quand même hyper clé, et sans le chef, finalement, on n'a plus de concept. C'est compliqué. On ne s'y retrouve plus. Ouais. Toi, tu as une expérience, tu as connu beaucoup de restauration via Choco. Quelle approche ça a été avec les banquiers? Est-ce que tu as subi plusieurs refus? Comment toi tu as vécu cette approche là avec les banques? Ouais, ça a été pas facile, hein. Ça a été franchement, ça a été un peu un mur parce que tu arrives avec un projet qui est bien ficelé, qui est bien monté, qui a été construit sans me jeter des fleurs, mais relativement intelligemment.
Et où quand tu en discutes avec certaines personnes en France, on te dit il n'y aura aucun problème, tu vas être financé, ne t'inquiète pas. Okay. Et tu arrives en Espagne et effectivement, le son de cloche est complètement différent. Tu te heurtes un peu à une espèce de mur où c'est très, je vais caricaturer, mais en Espagne, quand tu es une entreprise qui se lance, si tu veux un prêt de 100 000 euros, on va te demander de mettre 100 000 euros en garantie, qui vont être bloqués sur un compte. Okay. Donc tu vois toute l'ironie, on va dire, de la situation, c'est-à-dire que si tu veux 100 000 euros, tu dois donner 100 000 euros, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Comment t'as fait, toi? Donc il faut passer par des voies un petit peu alternatives. On va pouvoir retourner la viande. Ouais. Une question qui vient. Tu aurais pu domicilier ton entreprise en France et ouvrir tes restos en Espagne, te faire financer du coup en France. Est-ce que c'était un axe de réflexion ou c'est pas possible? Ça a été le premier truc que je me suis dit, effectivement, parce que je me suis heurté à ce mur dont on parle. Très rapidement, j'ai appris que c'était pas possible, tout simplement. Pour parce que les banques françaises ne financent que des projets en France. Okay. Enfin, si ta boîte est espagnole, en tout cas, on ne te financera pas ton projet. Et moi, ma boîte est espagnole. Okay. Donc, c'est vrai que ça a été vite vu. Okay. Donc, il a fallu réfléchir à d'autres alternatives, on va dire. Je vais ajouter un petit morceau de beurre, un peu de thym. Et on va venir arroser la viande une fois que le beurre est un peu mousseux. C'est un peu l'idée, voilà, histoire de nourrir la viande et ensuite on la laissera reposer avant de la couper, histoire que les jus se recentrent au cœur de la viande. Voilà, donc sur la partie bancaire, hyper intéressante. T'as pas pu te financer du coup en France puisque ta boîte était espagnole, ce qui paraît après coup un peu logique. Après logique. Tu vas te financer à Barcelone. Est-ce que tu te heurtes à des refus au début ou non? Ouais, un petit peu. En fait, je suis allé voir d'abord les plus grandes banques espagnoles qui me sortent toujours le même discours. Donc, tu veux 100, tu donnes 100. Et non-résident Et non-résident, pas important. Okay. Non, c'est pas pris en... c'est pas pris en compte. Si t'as les ressources financières, c'est pas important. D'accord. Hop, on va pouvoir napper un peu la viande. Donc, obligé effectivement de passer par d'autres méthodes. Donc, je me suis rapproché d'un organisme qui s'appelle ENISA, qui est un organisme européen qui finance les projets d'entrepreneuriat, en tout cas ceux qui leur semblent les plus prometteurs. D'accord. Et donc, eux ont accepté de soutenir le projet à hauteur de 50 000 euros à peu près. D'accord, donc ça c'est quoi? C'est un prêt d'honneur ou c'est... Ça, c'est un prêt classique. Pas à taux zéro du tout? Pas du tout à taux zéro, à taux très intéressant pour eux. Okay. Tes premiers 50 000 euros qui te débloquent, j'imagine, de l'apport pour derrière faire levier. Exactement. Donc, à la suite de ça, je suis allé voir, dans un premier temps, la CCI, la Chambre de commerce française à Barcelone, qui m'a mis en contact avec une banque que je n'étais pas allé voir jusqu'à présent, qui s'appelle Abanca. Et pareil, j'ai pu avoir une réponse positive chez eux parce que justement, j'arrivais avec des arguments un petit peu plus conséquents. Voilà, exactement. Avec ces 50 000 euros, justement. Voilà, exactement, avec ces 50 000 euros. Combien en plus? Et là, je suis allé chercher en plus 60 000 euros. Ok. Une belle coloration, une belle réaction de Maya. Là, on est pas mal. On est parfait. Elle est très belle. Juste petite transition, petite pause. Comment est-ce que tu vas cuire ta viande? J'ai vu que tu utilisais toi une technique de basse température, une cuisson à basse température, plongée, j'imagine, sous vide dans des bains à basse température. C'est ça. Quel est l'intérêt de faire ça? Et bien, l'intérêt, c'est encore un double intérêt. En fait, dans un premier temps, donc tu mets effectivement, une fois que tu reçois ta viande, tu vas la mettre sous vide et tu la mets dans un bain qui va être entre 50 et 60 degrés pour à peu près une petite heure 10. Et ça va te permettre de cuire ta viande tout doucement, de garder le jus à l'intérieur de ta viande et de protéger sa saveur. Donc c'est ça qui va te permettre d'avoir une viande de top qualité qui va être super tendre. Et donc ça, fait le jour même, avant le service? Non, alors c'est ça l'avantage et c'est le deuxième point, le deuxième intérêt, c'est qu'effectivement ça va te permettre tu peux le faire 2 jours avant ton service sans problème et tu peux conserver ta viande au frais par la suite. D'accord. Et tu viens en fait... C'est intéressant ça pour gérer les flux. C'est ça, exactement. Ça te permet d'avoir une viande qui est déjà quasi cuite au moment de commencer ton service. Donc en fait, au moment de ton service,
tu l'enlèves du frais et du sous-vide et tu vas venir la saisir en fait sur ta braise, sur ta plancha en fonction de ce que... braise, plancha. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec de la pierre volcanique. Donc c'est un grill en fait. C'est un grill, c'est pas exactement un barbecue. Puisque en fait le barbecue, tu as trop de contraintes légales notamment. Sur par exemple l'extraction, les gaines d'extraction, etc. C'est ça. Avec une pierre, pas besoin de gaines. Pas besoin. Alors tu as besoin d'un extracteur, mais tu n'as pas besoin d'avoir 2 extracteurs séparés. Ce qui est le cas quand tu cuisines avec de la braise pour éviter les risques d'incendie. Là, c'est pas le cas avec de la cuisine à la pierre volcanique. Et ça te permet quand même d'avoir une viande qui va être saisie, qui va être marquée avec le grill. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un beurre au charbon on va venir badigeonner sur la viande au moment de la cuisson et qui va permettre de ramener ce goût un petit peu de braise et un petit peu fumé au client sur sa viande quand on lui sert. Hyper intéressant. Pour le coup, je crois que j'ai jamais encore vu ça ailleurs. C'est peut-être novateur, j'imagine. Ça se fait. D'autres enseignes le font aussi, mais en tout cas. Ça se fait pas trop. Ça se fait pas trop, mais ça se fait plus souvent dans les grands restaurants en fait. Voilà, donc on ramène un petit peu ce petit côté-là, un petit peu qualitatif sur la cuisson de nos viandes. Ouais. Ok. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Là, on laisse la viande du coup se reposer, les jus se recentrent à l'intérieur de la viande avant de la découper. On fera la petite assiette de présentation par la suite. J'aimerais juste revenir sur ce financement finalement et aller chercher donc 50 000 € via un premier organisme. Derrière, tu es allé faire levier, donc tu es allé rechercher 60 000 € avec Abanca. Ouais, c'est ça. Via CCI, exactement. Ok, donc on est sur 110 000. Est-ce que 110 000, c'est ce qui t'a fallu pour financer ton projet? Non. Tu disais que derrière, J'aimerais bien. Des investisseurs sont entrés au capital. Là, comment ça se passe? Ça a été une période super intense parce que je menais 2 choses en même temps. Je menais donc une levée de fonds avec entrée au capital et je menais en parallèle de ça une deuxième levée de fonds qui est un petit peu différente via la plateforme We Do Good qui est une plateforme en fait qui fait du financement participatif via royalties. C'est un système de royalties en fait où les personnes qui investissent sur le projet vont pouvoir par la suite toucher un pourcentage de ton chiffre d'affaires pendant 5 ans. Ok, hyper intéressant. Donc basé sur ton BP. Basé sur le BP, effectivement. Pessimiste, optimiste, Alors on a fait plusieurs scénarios et donc on s'est basé sur un scénario qui est réaliste. Et après on a fait des projections pessimistes et optimistes et on adaptera le pourcentage de chiffre d'affaires en fonction de la réalité du terrain. Ok, et donc moi, imaginons, demain, je suis investisseur, je vais investir chez Mama Brasa. Je mets 100 €. Combien j'espère gagner sur ces 5 ans là, de pourcentage de chiffre d'affaires? Alors, ce qui est prévu là à date, c'est une rentabilité à 1,70 à peu près. Donc, si tu mets 100 € aujourd'hui, dans 5 ans, tu auras récupéré à peu près 170 €. Ok. Voilà. Ok. Pour la faire simple, efficace. Simple, efficace. Tu lèves combien du coup en financement participatif? En financement, donc effectivement en royalties, là on a levé, et là la campagne pour l'instant a été est close. On a clôturé à 50 000 €. 50 000 €, on est sur 160 000 € en tout là de financement. Exactement, il y a mon propre financement qui rentre, mon apport personnel exactement, qui s'élève à aujourd'hui 60 000 €. Et donc effectivement, j'avais un petit peu de fonds pour pouvoir investir moi-même. Et puis dernier levier, du coup, c'est comme je disais, la levée de fonds avec entrée au capital. Où, donc là, un peu plus conséquente, j'imagine. Ouais, alors là, à date, on a 75 000 € qui ont été levés via ce levier-là. On est en contact avec d'autres investisseurs encore qui potentiellement vont rajouter dans cette ronde-là. L'objectif maximum, là aujourd'hui, c'est 175 000 € sur ce levier-là. Pouvoir garder un petit peu de capital, tout simplement. Protéger le capital de la boîte. Libérer combien là aujourd'hui? Là, j'ai ouvert 17% et 17,5% de la boîte. Via cette levée de fonds. Tu as été conseillé là-dessus? À qui tu fais appel quand c'est comme ça pour une levée de fonds? Tu fais appel à plein de gens parce qu'effectivement, tu n'as pas envie de faire de bêtises. Tu as envie que ce soit intéressant pour un investisseur, mais tu n'as pas non plus envie, toi, de te tirer une balle dans le pied parce qu'effectivement, le projet Mama Brasa, ce n'est pas un seul restaurant, c'est d'ouvrir 2, 3, 4, 5, etc. Donc, tu veux que ce soit attractif, tu veux quand même pouvoir garder le contrôle sur ta boîte. Bien sûr. Donc, je me suis entouré d'un avocat,
d'un expert comptable et qui m'ont un petit peu conseillé, accompagné autour de ce mécanisme-là pour pouvoir avoir quelque chose de bien ficelé, bien monté, qui soit intéressant pour moi et qui soit intéressant pour l'investisseur. Ok, donc on est sur un budget global, si on résume. Autour de entre 300 et 350 000 euros à peu près. Donc c'est ce qu'il faut pour louer ton local et commencer l'activité. Donc c'est ça. Ce qui est RH, etc. C'est ça. Exactement. La partie entrepreneuriale. Tu es accompagné, tu le disais, par une structure. Comment elle s'appelle? Alors, je suis accompagné par plein de gens. Très honnêtement, j'ai la chance d'avoir rencontré plein de monde en fait sur ce chemin de l'entrepreneuriat. Donc j'ai été accompagné par le CECOT, qui est un organisme espagnol qui accompagne justement les entrepreneurs dans les premiers pas, on va dire, de leur projet, monter un BP qui tienne la route, aller rencontrer certains investisseurs, te faire réfléchir sur ton concept, etc., etc. Sur quoi on t'a challengé? On m'a challengé donc beaucoup sur l'offre, effectivement. Ce qui est terrible, c'est que tu entends un jour quelqu'un qui te dit blanc, un jour quelqu'un qui te dit noir. Moi, au début, j'étais parti sur une carte très courte, c'est ce qu'on a maintenu, mais une carte très courte sans offre végétarienne. J'en ai discuté avec plusieurs personnes qui m'ont dit non, à Barcelone, tu peux pas faire une offre où t'as aucune proposition végétarienne. J'ai rajouté du végétarien. Okay. On a discuté avec certaines personnes de services compris qui m'accompagnent sur le projet. Organisme français. Organisme français complètement, ouais. With Who Good, c'est peut-être le même groupe. Alors c'est pas le même groupe, mais effectivement ils sont en collaboration ensemble pour pouvoir financer certains projets dans le cadre de la restauration. Okay. Exactement. Okay. Et donc là, chez Service Compris, on m'a dit t'es un resto de viande, tu peux pas faire une offre avec du végé. Donc c'est un peu compliqué, il faut trancher en fait. T'as tranché du coup en faveur. Ça tombe bien. En faveur du VG. Ouais, voilà, c'est ça. Poids. Alors, on va faire la recette finale, on va dire, est pas encore arrêtée. On a plusieurs options, notamment les options vers lesquelles on se rapproche le plus. Ça va être plutôt autour du champignon. En fait, on peut faire des choses très intéressantes en travaillant le champignon de la bonne manière. Okay. Avoir une proposition qui est hyper goûteuse, très tendre et super intéressante et qui sera pas un petit peu la cinquième roue du carrosse, on va dire. Dans les grandes surfaces. Ouais, voilà, quelque chose d'un petit peu différent, un peu sympa. Là-dessus, encore une fois, je me suis fait accompagner. Je bosse avec un chef qui est consultant, C'est un chef connu, c'est une collaboration que tu feras avec lui? Alors, c'est pas un chef connu pour l'instant, mais à mon avis, ça ne saurait tarder. Okay. Il s'appelle Jérémy Tibac, il bosse à Barcelone, il a bossé dans beaucoup de restaurants. Il a une vraie expérience de consultant pour aider les restaurants à structurer leur offre, construire une carte qui est cohérente avec leur concept, okay. Et avoir quelque chose de vraiment sympa. Okay. Et donc on bosse ensemble notamment sur l'élaboration d'une recette qui sera sympa et cohérente pour le VG aussi. Ok, voilà. Génial. On a passé un coup de clean sur tout le plan de travail, rapidement sur le positionnement prix. Ouais. Tu vas te situer à combien? Alors l'idée, c'est d'avoir un positionnement prix qui va être aligné avec les acteurs de la street food à Barcelone. Okay. Aujourd'hui à Barcelone, si tu veux manger un bon burger, t'en as minimum pour 15 €. Okay. Et souvent, t'as même pas les frites avec ça. Donc, l'idée, c'est que je vais proposer un premier prix qui va être aligné à ça. Donc, 14,90 € où tu vas avoir ta barquette de frites avec une portion de viande dessus, okay. et ta sauce. Okay. L'idée, c'est que pour ces 14,90 €, t'as pas besoin de rajouter quoi que ce soit. T'as déjà tes frites, ta viande, ta sauce. Ok, là-bas le niveau de vie, en tout cas le pouvoir d'achat est légèrement différent de la France. Comment toi t'as vu un peu le truc? Là justement sur ce positionnement prix, bon, tu te bases sur ce que font les concurrents. Ouais. Sur un concept de viande frite fast food qui se fait pas là-bas, il faut te positionner. C'est quoi le pouvoir d'achat un peu des Espagnols? Alors, des Espagnols et des Barcelonais, c'est pas la même chose. Oui. Barcelone, c'est une ville qui est assez spéciale. En fait, t'as beaucoup d'expats. Donc le pouvoir d'achat, il est un peu à géométrie variable, on va dire, en fonction de à qui tu parles. Mais globalement, il est relativement élevé, okay. Quand même. On n'est pas sur Paris, mais on est
pas trop loin, on va dire, de ça. Donc si tu proposes un plat à peu près à 15 €, généralement, tu trouves preneur assez facilement. Surtout si tu proposes quelque chose qui est qualitatif, qui est bon, avec un concept un peu sympa autour. Généralement, les gens foncent et il n'y a pas trop de soucis. Mais écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Tes horaires d'ouverture, des places assises, c'est quoi un peu le concept physique du resto? Ouais, alors l'idée, ça va être de trouver un local où on va quand même avoir un petit peu de place assise. Moi, j'ai envie de créer un lieu quand même où où on n'est pas dans le cliché de la street food où en fait tu es assis sur un coin de bar et tu dois dégager au bout de 5 minutes. Okay. L'idée, c'est d'avoir quand même un endroit un petit peu sympa, un lieu vivant avec de la musique, quelque chose d'un petit peu avec une vraie ambiance, une vraie identité, exactement. Okay. On ne pourra pas avoir un local non plus de 150 places, c'est sûr. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose de entre 30 et 40 places assises et où on pourra aussi, du coup, comme je l'expliquais, faire de la vente à emporter et de la livraison à domicile. Ok, donc la livraison, tu as prévu ça toi dans le BP. Ouais. Tu vas bosser, c'est qui là-bas les gros? C'est pareil que chez nous, les Deliveroo, Uber Eats. Alors, il y a d'autres concurrents qui sont un peu moins de monopole et du coup qui sont un peu moins demandeurs sur les commissions. Alors, j'aimerais te dire oui, mais non. Okay. Globalement, les principaux acteurs, donc il y a le plus gros, c'est Glovo. Qui, si ma mémoire est bonne, n'est pas présent en France. Glovo, c'est un petit peu le Uber Eats chez nous. Okay. Ils ont aujourd'hui à peu près 70% de part de marché. Le deuxième, c'est du coup Uber Eats qui a à peu près ce qui reste. Okay. Et les commissions sont les mêmes. Tu prends 30% de commission sur ton chiffre d'affaires TTC. Donc, c'est très, très haut. Tu es obligé de l'inclure dans ton BP, d'avoir de la vente en livraison. Ouais. Tu peux pas te reposer que là-dessus. En fait, c'est complémentaire. Moi, la manière dont je le vois aujourd'hui, c'est plus déjà pour donner accès à des gens qui habitent pas à côté du restaurant, pouvoir profiter de ce qu'on va faire. Et puis, une deuxième chose, c'est un outil de communication en fait. Aujourd'hui, les plateformes, c'est fait ça te permet d'être vu par un plus grand nombre de personnes, et donc c'est in fine un vecteur de vente en fait aussi. Je suis d'accord. Et du coup, ça se répercute sur le prix de vente pour le client ou non? Alors, moi là, ce que je vais faire, comme j'ai pas encore un local qui a été verrouillé et que j'étais assez impatient de commencer, j'ai loué une dark kitchen. Hyper intéressant, belle transition. On va pouvoir en discuter. Raconte un peu c'est quoi le business model d'une dark kitchen? On sait que du coup c'est donc des cuisines cachées, uniquement à la livraison. Ouais. Mais raconte-nous en termes de commission, est-ce que c'est intéressant? J'ai pu voir moi sur divers articles, etc., que finalement c'était difficile de trouver la rentabilité. Par contre, ça permet de bien tester son concept. Ouais. C'est un peu l'enjeu clé. Parce que toi, c'est un peu ta stratégie avec ça? C'est un bon résumé, ouais, c'est ça, exactement. La dark kitchen, c'est un peu l'épreuve du feu pour tester ton concept, tester tes fournisseurs, vérifier que tout fonctionne bien, faire toutes les bêtises que tu aurais pu faire avec ton local, essayer d'en anticiper un maximum déjà avant avec ta dark kitchen. Okay. Mais effectivement, pour viser de la rentabilité, c'est compliqué. Moi, très honnêtement, là, je vais effectivement ouvrir une dark kitchen dans 2 semaines, okay. Puisqu'on va bien la date. Ouais, sur quelle date du coup? On est sur le 14 mai. 14 mai, premier jour. N'hésitez pas. Sur toutes les applications de livraison. Glovo, Uber Eats, exactement. Donc effectivement, on va commencer comme ça. Le projet, ça va être de faire ça le temps de trouver un local qui correspond à ce qu'on recherche vraiment. Mais c'est pas de rester là-dedans trop longtemps non plus, parce qu'effectivement, c'est plus une manière de tester toutes ces choses que j'ai mentionnées que de vraiment gagner de l'argent en fait. Là, je vise pas encore à ce stade-là une rentabilité très élevée. C'est plus, comme je disais, pour tester tout ce qu'il y a autour. L'aspect marketing aussi. Exactement, avoir du contenu, etc., etc. Tester le marché. Hyper intéressant. En parlant d'argent, toi, quand est-ce que tu atteins la rentabilité sur Mama Brasa dans ton BP et sur une première année, combien est-ce que tu espères de chiffre d'affaires? À terme, une boutique mature, Mama Brasa, combien est-ce que ça génère de chiffres? Ouais, alors donc bon, plein de trucs. La rentabilité, en principe, elle arrive assez rapidement. Moi, j'ai construit un modèle qui est justement avec une carte courte,
des produits qui sont bien sourcés, et ce qui me permet d'avoir une rentabilité qui est plutôt bonne sur le concept, sur la carte. Quand tu disais peu de déclinaisons, c'est-à-dire peu de staff pour faire. Alors, dans un premier temps, effectivement, des recettes. Donc, tu as peu de fournisseurs, ça te permet d'avoir un pouvoir de négociation qui est un petit peu plus élevé avec eux, comme tu fais des volumes qui sont assez élevés. Et effectivement, en parallèle de ça, l'impact que ça va avoir dans ta cuisine, c'est que tu as besoin d'un staffing un petit peu plus limité. Et tu as besoin d'un staffing qui est un petit peu moins poussé en termes de compétences. Tu n'as pas besoin d'avoir un chef qui va être un expert gastronomique. Tu as besoin surtout d'avoir quelqu'un qui va être efficace en cuisine, qui connaît bien les process, qui va pouvoir avancer rapidement. L'avantage, du coup, c'est effectivement que tu vas pouvoir avoir un petit peu moins de monde, comme je le disais, en cuisine. Je propose qu'on passe à l'assemblage. Allez, c'est parti. On part sur un concept, une idée de ce que va être une portion Mama Brasa. Ouais. Donc on part sur ces frites double cuisson qu'on a fait ensemble, la sauce chimichurri, du coup à base d'herbes, hyper fraîche, etc. avec un peu de piment. Donc là, hyper sympa. Puis la viande, on est sur, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais on est sur une pièce onglet de bœuf, donc pas la même. Toi, tu pars sur de la bavette. Oui, c'est un morceau assez similaire hein, finalement, okay. La bavette et l'onglet. Avec de la tendreté. Ouais, tout à fait, ouais. C'est des morceaux qui ont qui sont très tendres, qui ont beaucoup de goût et qui ont une vraie texture aussi en bouche, c'est assez filandreux. Et c'est vrai que on en revient à là où j'ai été éduqué, c'est dans une cuisine. Ça, c'était déjà quand j'avais 6-7 ans, je pense que c'était déjà le morceau que j'aimais le plus manger. Okay. Et tu vois, aujourd'hui, je le refais dans mon restaurant et je suis. Et exactement, et j'en monte un business comme quoi. Des fois, les souvenirs d'enfance ont un impact très long. Avec plaisir. Là, du coup, la petite sauce. Allez, la petite chimichurri pour venir magnifier tout ça. Exactement. J'avais pris un peu de ciboulette, je me dis que ça peut être, pour l'aspect visuel, ça peut être sympa sur les frites. On peut se faire un petit kiff, exactement. On peut se faire un petit kiff. Ciboulette parmesan, ça marche très bien. Un peu sur notre botte, sur les côtés, on a rajouté un peu de parmesan pour le côté gourmand. Et voilà, on est sur du Mama Brasa, en tout cas en conceptuel pour le moment. C'est ça. Voilà, je te propose qu'on déguste, on voit un peu ce que ça donne. Allez, let's go, hein. C'est fait pour ça. Allez, bon, j'y vais avec les doigts, hein, vous m'en voudrez pas. On est entre nous, à la bonne franquette. La petite chimichurri fait la différence. Ouais. Je suis d'accord. Du coup, hyper bon, franchement, petite tuerie, tout ça. On a hâte de voir ça chez Mama Brasa. Si toi, tu avais un conseil demain à un entrepreneur qui veut se lancer dans la restauration, alors que ce soit à Paris ou à l'étranger, c'est quoi, finalement, toi, qu'est-ce que tu en as retiré de ces 1 an de préparation là, à l'ouverture de ton resto ? Plein de trucs. C'est vrai que si je devais faire une liste de conseils, je pense que je pourrais presque écrire un bouquin. Je pense que si je devais retenir une chose, c'est qu'il faut vraiment arriver à s'entourer. C'est un peu un cliché de dire ça. Très honnêtement, les plus gros progrès que j'ai fait, les plus grosses avancées que j'ai fait dans le projet, c'est parce que j'ai discuté avec des personnes qui avaient déjà fait ces étapes-là avant, qui avaient déjà fait ces erreurs potentiellement, et qui m'ont dit fais pas ça, tu vas faire une connerie si tu fais ça, fais attention à ça, va discuter avec cette personne-là, il va t'aider. Et comment tu accèdes à ces personnes-là ? Tu accèdes en te bougeant. Très honnêtement, c'est un peu un cliché encore une fois, mais il faut pas avoir peur de sortir de la grotte, d'aller discuter avec du monde, effectivement LinkedIn, faire des events. Alors moi c'est pas ma spécialité, tout ce qui est réseautage, j'ai du mal avec ça, mais c'est aujourd'hui c'est ce qui fonctionne le mieux. En fait, c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est de la mise en relation et grâce à ça, tu vas pouvoir rencontrer des personnes qui vraiment vont te faire avancer. Et en plus de ça, dans la restauration, il y a une vraie bienveillance entre entre restaurateurs parce que tout le monde sait à quel point c'est difficile et tout le monde sait qu'on a tous besoin d'un coup de main. Donc moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est n'ayez pas peur d'en discuter, n'ayez pas peur de vous entourer, de passer par des professionnels qui vont pouvoir vous donner les bons conseils et vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, surtout. Ok, donc je peux conseiller par exemple Service Compris ? Ouais, avec carrément Service Compris qui accompagne les restaurateurs ou les futurs entrepreneurs de la restauration dans leurs projets, qui conseille, qui accompagne sur plein de thématiques et de problématiques différentes et qui aujourd'hui sont
pas les seuls parce qu'il y a plein de monde, mais effectivement qui ont une place importante sur le marché et qui bossent bien. C'est vrai. Dans la restauration, exactement. C'est un bon positionnement qu'ils ont. Exactement. Et vous l'aurez compris aussi, se bouger, aller rencontrer de l'entrepreneur qui vous fasse finalement des retours d'expérience. Et c'est ce qui prime, c'est hyper clé. Ça, pour ouvrir tout business, passer par quelqu'un qui a fait des erreurs, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. C'est beaucoup d'erreurs et c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, en tout cas, je trouve que c'est un bon conseil. Dernière question peut-être, Mama Braza dans 10 ans. Mama Braza dans 10 ans, très bonne question. Mama Braza dans 10 ans, j'espère très bien implanté sur Barcelone, avec potentiellement 7-8 restaurants, j'espère. Okay. Et idéalement un début d'expansion sur le reste de l'Espagne. Je me pose des questions sur l'intérêt de franchiser ou pas. Je suis pas encore persuadé que ce soit ce que j'ai envie de faire. Je pense que c'est la tentation de plein d'entrepreneurs qui se lancent dans des concepts un peu similaires. C'est souvent limité aussi par les capex que ça demande aussi. Toi, derrière, à voir comment tu peux te refinancer. J'imagine que souvent, c'est pas une porte de sortie, mais un moyen de s'étendre aussi, d'assurer son expansion. À voir, tu as encore le temps. J'ai encore largement, effectivement, le temps, et c'est un problème qui se posera. C'est un problème de riche, j'ai envie de dire, et c'est un problème qui se posera dans un second temps, mais qu'on me demande déjà très régulièrement. Donc c'est vrai que du coup, forcément, tu t'es amené à y réfléchir, même si c'était pas dans tes plans initialement. Donc effectivement, dans 10 ans, en tout cas, j'espère un Mama Braza bien installé avec un concept clean qui fédère une vraie communauté, une vraie clientèle. Je rebondis sur le dernier mot, juste pour encore une dernière question. Tu parlais de communauté. Toi, comment est-ce que tu vas animer ta communauté ? Alors, l'idée, ça va être de créer une communication qui est finalement assez nature, donc assez immersive dans le quotidien de ce que c'est d'avoir un restaurant. Donc ça va être un des aspects de des piliers de notre communication. Okay. Un autre pilier de notre communication, et je l'ai pas dit, mais Mama Braza, en fait, le Mama, c'est ma grand-mère. Ouais. C'est elle, en fait, qui m'a donné, comme je l'expliquais, ce goût pour les bons produits. Et donc, ma grand-mère va être un autre pilier de la communication de Mama Braza, où on va essayer de beaucoup jouer avec elle, avec son image, avec son côté un petit peu décalé, son côté rock que j'adore et qui m'inspire au quotidien, et que j'essaye un petit peu de transmettre par la communication sur Instagram et même sur LinkedIn, où j'ai posté une photo d'elle où tout le monde ça a beaucoup fait réagir les gens. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel j'essaye de transmettre un petit peu. C'est une petite partie de moi que j'essaye de transmettre via ces réseaux. Ok, on a hâte de retrouver sur tes axes de communication. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on te retrouve toi en Dark Kitchen dès 14 mai, exactement. 14 mai sur toutes les plateformes de livraison, donc qui sont Glovo, Uber Eats. C'est déjà pas mal. On est sur un super concept. Allez-y sans hésiter si vous êtes de passage à Barcelone ou déjà sur Barcelone. On est sur Netflix. Colin, on le remercie aujourd'hui d'être présent avec nous sur ce premier épisode pour sa confiance. Et on lui souhaite de bonnes choses pour la suite et de la réussite. Merci à toi vraiment pour m'avoir accueilli sur ce premier podcast. C'est un vrai plaisir d'y participer, un vrai plaisir de parler du projet aujourd'hui. J'espère que tu auras plein d'autres invités par la suite qui pourront faire vivre ta communauté à toi et faire de ce projet une belle réussite. Avec plaisir, Sidney. Ouais, l'idée, c'est vraiment d'interviewer un maximum d'entrepreneurs. On a plein d'épisodes qui arrivent, donc on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, à bientôt tout le monde.